Je suis décidément à un tournant de mon existence. Écoutez, nous allons faire un pèlerinage aux sources. La route est longue. Oui, il y a certainement encore des obstacles. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. Mais pour apprendre, il faut essayer et parfois échouer. Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus dans Tournant, un podcast qui explore le parcours de nos invités. Et pour cet épisode, je suis très heureux de recevoir Hippo Kangfu. Bienvenue. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien, merci. Merci à toi. Tu es actuellement en tournée dans toute la France pour la sortie de ton nouvel album Présent, dont on parlera un peu plus tard dans cette interview. Car avant, j'aimerais revenir un peu sur ton enfance. Tu as grandi dans la musique avec ton père, qui est lui-même musicien. Est-ce que c'était naturel pour toi de te lancer aussi dans la musique? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap? Parce que normalement, c'était pas le type de musique que ton papa faisait, si je dis pas de bêtises. Moi, j'étais passionné par le cinéma. J'ai vu énormément de films quand j'étais enfant, ado. Je continue à voir plein de films. Mais il y a eu un déclic quand j'ai eu 19 ans, quelque chose comme ça. C'était pendant mes années de fac. J'étais en fac de ciné. Et donc, je voyais des films toute la journée. Et il fallait le soir décompresser, tu vois. Et donc, j'allais pas me relancer des films puisque j'en avais déjà vu 5 dans la journée. C'était génial d'ailleurs. Hein. Mais il fallait que je fasse autre chose. Donc, j'ai eu un nouveau jardin secret, une nouvelle passion qui était la musique et en l'occurrence le rap, parce que il y a quelque chose qui m'a interpellé. Alors, j'avais écouté IAM, j'avais écouté les Fujis, j'avais écouté MC Solar, NTM, Busta Rhymes. Enfin, je connaissais plein d'icônes et d'artistes incroyables que je voyais sur internet, enfin pas sur internet à l'époque, pardon, mais sur MTV, on va dire. Et en fait, il y a eu plusieurs moments. Il y a notamment le film Ghost Dog. Je me rappelle de Jim Jarmusch qui m'a marqué parce que c'était un mélange entre culture samouraï, gangsta, enfin un truc de gangster à la Scorsese un peu, mafia italienne et tout, et puis culture hip-hop avec RZA du Wu-Tang qui fait toute la BO, et ça plaçait tout au même niveau. Et finalement le rap qui m'intéressait, mais pas plus que ça, je me suis dit mais il y a toute une imagerie, il y a quelque chose de fort et très cinématographique, et donc je me suis pas trompé parce que RZA et le Wu-Tang, ils ont eu tout un délire Shaolin à fond. Donc j'ai commencé à télécharger et à acheter des albums aussi à la Fnac à l'époque, et donc à me faire une culture hip-hop que je n'avais pas parce que je connaissais comme n'importe qui les trucs qui passaient à la télé, et je me suis dit j'ai envie de creuser, j'ai envie de connaître. Et comme j'étais en fac de ciné et que je ne faisais qu'approfondir l'histoire du cinéma et des techniques et de qui avait influencé quel réalisateur, enfin voilà, j'avais une sorte d'arbre généalogique presque, tu vois, et je l'ai appliqué au rap. Et donc moi j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup de rap au début des années 2000. Et je me disais, ok, donc lui, dans une interview, il a parlé de tel rappeur, qui lui-même a parlé de tel rappeur, et tu remontes le cours de l'histoire, et tu te fais une sorte de cartographie, ou tu vois, tu dis, ok, ça c'est New York, ça c'est LA, ça c'est machin, et c'est un nouvel univers à explorer et à découvrir. Donc, c'était plus ce côté soif de connaissance d'un étudiant en ciné, qui arrivait avec un regard tout à fait naïf, neuf sur le hip-hop. Et j'ai commencé à écrire des textes et à faire plein de chansons avec des potes. Et en faisant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis il y a eu le premier concert. Et là c'était fini. Ouais. C'est le concert, en fait, moi c'est le live qui a fini de me convaincre qu'il fallait que je me lance là-dedans, parce que j'adorais ça. Et j'avais des retours excellents, et je me disais mais en fait je fais pour ça. Donc peut-être que mon père, le fait de l'avoir vu faire de la scène pendant toutes ces années, ça t'a donné envie derrière, et d'avoir grandi avec lui, je pense que ça, voilà, la route était tracée, mais tu vois, je voulais pas y aller. Et puis finalement voilà, j'ai quand même suivi mon chemin, et le rap c'était aussi parce que c'était la musique de ma génération.
Puis je savais pas jouer d'instrument, donc j'allais pas prendre la guitare de mon père. Puis t'en es venu à animer aussi des soirées de slam? Ouais, c'était le tout départ, le tout départ. C'est-à-dire, je suis passé du rap entre copains à ces scènes slam que j'animais. C'était à Paris, Ménilmontant, tout ça, mon quartier des artistes, et on faisait des soirées slam. Donc les soirées slam, c'était un peu la cour des miracles, tu vois. Enfin, en tout cas, dans ce genre de lieu, tu vois, il y avait les lieux un petit peu plus institutionnels, etc. Mais ce genre de petits bars, beaucoup plus libre. Bah, t'avais tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, t'avais tous les profils, voilà. Donc, tu avais le mec ultra littéraire qui écrivait des bouquins sur le côté et qui venait raconter des histoires. Il y avait le rappeur un peu plus street, tu vois, qui avait son jargon et qui venait rapper a cappella finalement ses textes. T'avais des gens qui étaient plus stand-up, tu vois, enfin c'était plus de l'humour, etc. Et donc moi j'adorais voir tous ces profils. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de la cappella, il faut que ton texte soit solide, tu vois. Il faut que ce soit intéressant parce que tu peux pas te cacher derrière une grosse prod. Donc ça m'a forcé à bosser mes textes et à faire en sorte d'avoir des punchlines qui marchent même sans flow, quoi. Enfin, tu vois, que juste à la lecture. T'es un grand amoureux des mots aussi. Ouais, bien sûr. Bah, moi, en fait, j'adore les mots, mais je vois ça comme des caplas, quoi. Ouais. Tu vois, qu'on assemble. Exactement. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces mots-là. Et seulement, les caplas, ils sont un peu tous pareils. Ceci dit, quand tu les regardes bien, ils sont taillés différemment. Ils ont pas le même. Tous leur petite... Mais voilà, mais les mots, en fait, ils ont leur propre musicalité. Et en les associant, on peut à la fois raconter des histoires, faire danser les gens, se livrer, tu vois. Voilà. Et comment tu as trouvé, toi, ton propre style? Puisqu'avant de devenir Hippocampe Fou, il y a probablement une réflexion artistique. Tu t'es inspiré de plein de trucs. Ouais. Comment tu as déterminé ce que tu aimais faire et réfléchi ton approche de la musique? Venant du cinéma, des facs de ciné, des salles de ciné, tu vois, de cette cinéphagie, on va dire, j'avais tellement d'images en tête que je me suis dit que j'allais écrire des textes très imagés et qu'il fallait que je mélange toutes mes références et que justement, quand j'écoutais du rap, il y avait ce qu'on appelait le rap alternatif ou qu'on a appelé après coup le rap alternatif, tu vois. Donc, je pense à TTC, il y avait Triptyque, Grums, t'avais le Club des Losers, la Caution, voilà, l'Atelier, enfin tous ces trucs-là, moi ça me parlait parce que c'était moins street, voilà, c'était des gens qui s'amusaient avec les mots et qui faisaient des références, beaucoup de références cinématographiques, références un peu geek, tu vois, et je me retrouvais là-dedans parce que moi j'ai pas grandi en quartier, enfin en tout cas j'avais pas ce vécu-là et j'avais pas envie de faire semblant, tu vois, et j'avais pas envie de parler de Bicrave et de je sais pas quoi, j'étais Yankee, moi, tu vois, j'avais pas de, donc moi voilà, j'ai pas voulu jouer un rôle. J'ai voulu être moi-même dès le départ et voilà, et ça a donné un rap très très imagé et très très surréaliste au départ. Et je pense que c'est ce qui a interpellé les gens dans les tout premiers textes, quoi. Et là, en te voyant là maintenant, si tu avais un conseil à te donner à ton toi plus jeune, en remontant le temps, ce serait quoi? Tu te donnerais quoi comme conseil? Commencer plus tôt, écrire plus? Commencer plus tôt. C'est compliqué parce que oui, si je me vois moi à 10 piges, 12 piges, je pourrais, tu vois, aller dire ça. Mais si c'est moi qui commence à rapper, donc à 19, 20 ans, tu vois, c'est déjà trop tard, tu vois. Donc effectivement, mais ça c'est un truc, j'ai eu un peu ce complexe là, si tu veux, pendant quelques années où je me suis beaucoup comparé et je continue de me comparer, mais il m'a fallu un certain temps pour accepter que des gens arrivent, soient plus jeunes que moi et arrivent avec un meilleur flow, tu vois, plus de technique. Mais en fait, c'est simplement qu'ils avaient plus de pratique parce qu'ils avaient commencé plus tôt. Bien avant. Tu vois, et en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que en fait, il faut travailler un certain nombre d'heures et il faut pas lâcher. Voilà. Donc c'est ça le message, pas lâcher. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ou en tout cas se dire que chaque échec et c'est l'occasion de rebondir et d'apprendre. Et si tu veux, je pense pas avoir fait de faute de parcours ou j'ai jamais lâché, moi, justement. Donc continue alors. Ouais, continue, c'est ça que je me dirais. Ouais, continue, ça va le faire à un moment. Et puis finalement, quand tu auras 40 piges et des poils blancs, c'est là où tu seras le meilleur sur scène. Et c'est comme ça, tu vois.
On revenait un plus dans le présent, ça tombe bien, c'est le titre de ton dernier album. C'est un album qui est très intime, avec l'implication de toute ta famille, hein. Il y a tes enfants, ta femme, ta sœur, il y a même ton père. Pourquoi cette envie vraiment d'impliquer toute ta famille dans ce projet de rap familial? Parce que j'ai enregistré le premier morceau de l'album, qui est aussi le premier écrit, quoi, qui s'appelle Demi-vieux. Pour ce morceau-là, j'ai enregistré mes enfants. Ils ont chanté le refrain. Et on a fait ça à la maison, hein, un peu à l'arrache et tout, mais pendant que je les enregistrais, j'étais super ému. Et comme je fais aussi des ateliers d'écriture en milieu scolaire et carcéral aussi. Carcéral, voilà, j'ai ça à chaque interview pour faire genre. J'ai fait un atelier en prison, mais je le place quand même parce que c'était quand même une expérience très forte. Mais tu vois, c'était c'est comment dire, t'arrives dans un lieu, tu ne connais pas les gens et tu dois vite les sonder, essayer de voir lier tout le monde finalement. Voilà, sur quoi on part. Toi, tu veux parler de quoi? Ok, toi, ton style, ça a l'air d'être un peu ça. Ok, tu veux placer telle rime. Ok, moi, je pense qu'un flow comme ça tirait bien. Tu vois si la personne, elle a un bon sens du rythme ou si elle galère. Et t'adaptes les flows, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, je fais un peu du sur-mesure. C'est-à-dire que j'écris avec eux chaque texte. Et je me suis dit, j'arrive à le faire dans des ateliers. Et souvent, les profs, les parents et tout sont bluffés parce qu'ils disent, ouais, c'est incroyable, il n'avait jamais écrit un texte. Et là, il balance des punchlines et tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez fait boire de la potion magique et tout, tu vois. Non, voilà. Et franchement, je me suis dit, bon, j'y arrive, donc je devrais pouvoir y arriver avec ma famille. Et ma sœur chantait déjà, puisqu'elle a grandi dans la même famille que moi, donc elle avait déjà une pratique, mais dans sa chambre. Et donc, je l'ai invitée en studio. Ensuite, ma fille, je lui dis, on fait un morceau ensemble, on va se clasher parce que tu trouves que je suis ringard et que tu me l'as déjà fait remarquer. Donc, tu sais quoi, on va faire un morceau sur ça parce que je pense que les gens se reconnaîtront et en même temps, moi, ça va me faire du bien de le faire en tout cas, tu vois. Ma femme, donc, elle, pareil, elle chante depuis des années, mais dans la cuisine, dans la voiture, elle chantonne dans son coin. Je sais qu'elle chante juste et qu'elle chante bien, mais je l'avais jamais invitée parce que je trouvais pas l'occasion. Et comme on a eu un drame familial, c'était à Noël 2022, on a perdu ma belle-mère, enfin sa maman, et c'était très brutal, on était tous ensemble et on n'a pas compris ce qui se passait. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent l'interview qui ont vécu ce genre de drame. C'est pas une longue maladie, c'est vraiment un truc où la personne est vivante et d'un coup elle est plus là. Et donc tu comprends rien, tu vois, et tu te retrouves en famille. Et on se ressoude, et donc c'est ça en fait, c'est que cet album il est aussi sur ça, sur le fait à un moment quand ça va pas, on se retrouve, on se réunit et ça fait du bien d'être avec ceux qu'on aime, tu vois. Finalement il y a presque rien de plus joyeux ou enfin je vais pas dire joyeux, non, c'est pas vrai, mais il y a rien de plus fort que ces moments après un enterrement où les gens se réunissent et que tu rigoles parce que on rigole après les enterrements, tu vois, on se réunit en famille et ça discute alors, comme après un mariage, tu vois, et donc ça rigole, et donc t'es là et tu te dis, attends, on est tous réunis là pour un moment, enfin un truc triste, tragique, et pourtant la vie continue et on arrive à rigoler et ce rire a une saveur particulière, tu vois. Voilà, moi c'est toutes ces choses-là qui m'ont marqué parce que je me suis dit, on va être confronté à ça de plus en plus, puisque je vieillis, moi je vais perdre mes parents aussi, je le sais. J'étais super affecté parce que c'était comme une deuxième maman pour moi. Et donc je me suis dit, faisons ce morceau avec ma femme parce que je pense que ça nous fera du bien et ça parlera à des gens. Et finalement, parfois, tu sais, chercher la bonne formule, la bonne phrase, mettre des mots sur des émotions qu'on ressent. C'est libérateur, ouais. C'est thérapeutique et c'est comme une thérapie où tu vois le psy il te fait mettre des mots sur ce que tu ressens et d'un coup parce que tu as réussi à te l'expliquer, tu l'acceptes. Voilà. Il y a justement dans Demi-vieux, tu en parlais tout à l'heure, il y a ce côté où tu te poses la question de l'équilibre entre papa et rappeur. Pour toi, c'est quoi le quotidien? Là maintenant, ton quotidien de papa rappeur, et ce serait quoi ton idéal en tant que équilibre? Ça change tout le temps. C'est-à-dire que ma femme pourra témoigner. Quand je ne suis pas en période de promo ou de création,
je suis une larve, je fous rien, je fais des siestes toute la journée, je regarde des séries, je fous rien, tu vois, et je culpabilise même plus parce que je sais que ça fait partie du processus créatif et que il y a des moments où il faut laisser venir l'inspi, il faut se remplir, il faut vivre des choses et donc ces moments-là, c'est peut-être plus m'impliquer dans la vie familiale, c'est-à-dire les moments où je suis free, tu vois. Là, par exemple, quand je rentre de quelques jours de tournée, ben, je dois tout de suite me remettre dans le rôle de papa, tu vois. Et donc, bah, il y a les devoirs et trucs. Et d'ailleurs, le dépanneur, là, pour la chaudière et tout. Je fais, oh, attends, là, il y a 2 jours, tout le monde faisait hippo et tout, tu vois, genre, attends. Et en fait, c'est ça, c'est tu switches d'un état à l'autre. Et il faut pas prendre le melon, tu vois, c'est-à-dire pas rentrer chez soi en se disant, mais t'es ouf, moi je vais pas remplir le lave-vaisselle, c'est indigne de moi, tu vois. Genre c'est vraiment des trucs où il faut garder les pieds sur terre. Et moi c'est pour ça que j'aime cet équilibre, tu vois, et j'aime le fait de passer d'ailleurs ma fille qui me demande du temps là, tu vois, exactement comme dans le clip, tout est vrai. Le seul truc que je pourrais peut-être mieux faire, comme je te dis, c'est peut-être sur ces périodes de repos, tu vois, où le cerveau se repose et en même temps se ressource, c'est s'impliquer un peu plus dans cette routine qui me fait tellement peur, parce que finalement c'est aussi pour ça que je fais des albums et je raconte ça, donc ça me permet de me libérer d'une certaine façon, et puis ensuite je pars en tournée et donc je m'évade un petit peu, tu vois, donc c'est simplement voilà, ne pas c'est très peu le cas, hein, mais je veux dire, voilà, c'est surtout ne pas tomber dans un truc où la vie de famille, c'est chiant, la tournée, c'est trop bien, tu vois, parce que c'est pas vrai. Au final, il faut trouver une symbiose entre les deux, plus qu'un contraste. Exactement. Et donc, moi, j'adore les moments où il y a des petites périodes où ça se calme, tu vois. C'est pour ça que là, je demande à mon tourneur par exemple, les vacances de février, je lui ai dit, là, pendant une semaine, 10 jours, je fais pas un seul concert, je vais pouvoir partir en vacances avec mes enfants. Voilà, et en fait tu fais en sorte d'avoir des temps où tu vas être avec les tiens et aussi t'occuper des trucs chiants de la maison, quoi, parce que ça fait partie de la vie. C'est quoi le morceau de ce nouvel album qui te touche le plus ou qui t'a le plus ému en le faisant? Il y a le morceau de ma femme, évidemment, parce que c'était pas moi qui l'interprétais, donc j'étais spectateur à ce moment-là, et des mots que j'avais posés, que tu vois, on avait. En fait, ce texte, moi, je me suis inspiré de choses qu'on s'était dites juste après le décès de ma belle-mère, et c'était vraiment des discussions, voilà, qui étaient fortes, et avec des phrases que prononçait ma femme et tout, et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais faire un texte, et une fois que j'avais agencé toutes les phrases et tout ça, machin, je l'ai amené à ma femme, et je lui ai dit, voilà, c'est ça le texte, je te le fais, mais est-ce que toi, tu te sentirais de le faire et tout? Et au début, elle l'a lu, ça l'a ému, etc. Et puis après, quand elle l'a chanté au micro, et là, moi, j'étais... Les frissons. Ah ouais, évidemment, évidemment. Et après, dans l'album, un autre morceau qui m'émeut énormément, c'est On a beau dire, avec ma sœur qui chante. Je l'aime beaucoup. Voilà, parce que ma sœur me touche aussi énormément quand elle chante. Elle raconte notre histoire, mais de son point de vue, parce que c'était ça l'idée aussi, c'était de raconter l'histoire d'une famille, d'une fratrie, quoi, avec ces 10 ans d'écart qu'on a, tu vois. Donc, par exemple, quand elle parle de nos parents qui se séparent, moi, je l'évoque très peu parce que c'est pas un truc qui m'a affecté énormément, puisque t'es déjà plus grand. Voilà, moi, j'avais déjà 18, 19 ans et tout, donc moi, j'étais déjà avec ma meuf et tout. Je l'ai pas vécu mal. Ma sœur, voilà, c'est une enfant de divorcée. Elle a connu ce truc-là, le papa, la maman. C'était dur pour elle. Et donc, le fait qu'elle raconte ça et que moi, je le revive à travers son couplet, sa voix et tout, ça m'a touché. Et puis ensuite, j'ai fait le montage. Je lui ai demandé, en fait, elle avait numérisé plein de trucs parce qu'elle est vachement dans les souvenirs, les cassettes, comme ma mère l'est avec les photos de famille. On collectionne. Et voilà, et je lui ai dit, envoie-moi tout ce que t'as, et tu sais quoi, je vais faire un montage qui colle plus ou moins à ce qu'on a raconté. Et donc, en faisant le montage, et quand je l'ai terminé, et à chaque fois que je le vois, et tout le monde, enfin, je crois que on a réussi à faire un truc assez universel alors qu'il n'y a rien de plus personnel. Donc, c'est la preuve que finalement, quand tu parles avec le cœur, les gens se le prennent en plein cœur aussi.
Je vous propose qu'on s'écoute On a beau dire tout de suite sur Radio Campus Montpellier. On se retrouve juste après. On a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours trop tard. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares. Partie de belote avec Pépé, mémé tricote. Je m'ennuie, comme chaque été, je suis loin de mes potes. Les yeux dans le vague, je grimpe aux arbres et je sifflote. Je combats les monstres imaginaires comme Don Quichotte. Pépé écoute mes anecdotes, je parle que de cinéma. Sur un sentier de montagne en short sous les épicéas. Maman vient d'accoucher, papa s'achète un caméscope. Ma sœur c'est sa nouvelle mascotte. Chaque mercredi avec Laurent et Cacadi, on se fait des burritos, on loue des films, on s'avachit. Papa travaille la nuit avec son groupe de mariachi. Souvent il reste au lit ou compose sur son Atari. Bercé par ses mélodies, obsédé par les filles du lycée. Premier spiff sur fond de rap et fou rire alcoolisé. Ma sœur et moi on parle moins, nos liens sont distendus. La nuit je dors plus, je regarde des films de cul. Brick. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, jamais rien senti d'aussi fort. La femme que j'aime a fabriqué ce tout petit corps. Elle m'appelle déjà papa, je suis son mentor. Parfois, elle me parle et j'écoute pas, j'ai tellement tort. Parce que ces phrases, elle les répétera pas. On a beau dire qu'on ne vit qu'une fois, au fond on n'y croit pas. Maintenant j'ai 3 enfants qui jouent des étoiles dans les yeux. Je profite de ma famille et ça pour ces instants précieux. On a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours trop tard. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares. Tempête de fin de siècle, coupure d'électricité. Des zombies sous mon lit veulent me grignoter les pieds. Mais j'ai pas peur vu que t'es dans la chambre à côté. Avec tes prises de judo tu vas tous les démonter. Papa nous récupère à la gare, maman rigole. Main dans la main, ribambelle et je décolle. J'aimerais qu'on vive ensemble pour l'éternité. Mais parfois la nuit j'entends des pleurs étouffés. Tu dors chez qui ce week-end? Chez ton père ou ta mère? Bah, je vais plutôt squatter chez mon frère. C'est mon cocon, mon nuage de coton. Ma nièce et moi on joue et je lui fredonne des chansons. J'apprends la gratte, c'est ma seule activité. Pour oublier que mon premier amour m'a quitté. Mémé est morte, pépé radote. On joue aux cartes à deux, j'aime bien quand on papote. Premier jour de taf, la vie me baffe, je cherche en vain ma place. Dans le métro j'angoisse, le soir je déprime dans mon sas. Ma famille s'est éparpillée, on me prend déjà pour une adulte. Moi j'ai rien vu arriver, laissez-moi tranquille par pitié. Je veux juste retourner sous ma couette pour échapper à la réalité. Faut que j'arrête, je pousse la porte du studio, un casque sur la tête. Mon frère est avec moi et là ça règle. On a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours trop tard. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares. Et on est de retour sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM avec toujours Hippo. Ouais. Et on va plus maintenant s'attarder sur ton futur. Avec cet album, est-ce que tu te sens à un tournant de ta carrière? Est-ce que tu as peut-être une perspective d'évolution que tu vises? Ou envie de t'essayer à de nouvelles choses? Alors, j'ai déjà fait un spectacle musical immersif il y a quelques années. Enfin, on l'a présenté en 2022, 2023, on l'a joué aussi. Et puis, on a terminé début 24. En fait, c'était la fin de cette tournée-là. Et donc, pour moi, c'était déjà une manière de me prouver que je pouvais faire autre chose que des concerts. Et je pouvais inviter les gens dans une salle, où ils étaient assis et où ils vivaient une aventure onirique à travers ma prestation scénique et puis de la projection, un peu d'effets spéciaux. Enfin voilà, c'était plus théâtral.
Et j'ai pris mon pied, j'ai mis un certain temps à me sentir légitime et à me dire que c'était quali. Mais une fois que j'y suis parvenu, j'ai eu envie de revenir au concert assez vite. Et donc, plutôt que de refaire une tournée là sur fin 24-25, je me suis dit, ah non, je crois que je vais faire un album là. J'avais commencé quelques morceaux, tu vois, et je me suis dit, je vais faire en sorte de tout finir pour la rentrée 2024. Comme ça, je refais des concerts. Et en plus, enfin, quand je suis en concert, je me sens vraiment à ma place. Enfin, tu vois, et je crois que, ouais, je suis arrivé à un niveau de maîtrise de ce que je fais, de ce que je propose, qui moi me satisfait en tout cas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui Après, il y a des gens qui viennent, donc ça plaît pas. Oui, non, mais voilà, bon, normalement il y a du public, ça plaît quoi. Mais en tout cas, moi, je suis super content parce que c'est ce dont je rêvais quand j'avais 20 piges justement, tu vois, et c'était ce truc de putain. Comment tu fais pour gueuler, tu vois, sans casser ta voix. Comment réussir à passer tu vois, d'un morceau très calme à un morceau très énergique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ils s'ennuient pas, et tout ça tu l'apprends en fait en faisant plein de concerts, et ça se développe, et puis c'est une forme d'assurance aussi, tu vois, tu dis ok, vas-y, c'est bon en fait, je sais ce que j'ai à faire. T'es là, t'as un petit trou dans ta tête, tu fais putain, c'est quoi déjà mon texte? Ça arrive, tu vois, d'avoir des petits blancs et tout. Mais tu sais comment les gérer du coup? J'en sais rien, je dis ça après, attention, parce que ce soir, ça va être la page blanche, tu vois, je vais arriver Mais, je veux dire, j'accepte en tout cas quand il y a des erreurs, tu vois, et je fais en sorte de retomber sur mes pattes, et avant, j'étais vraiment en mode bon élève, tu vois, et il fallait que le live soit exactement carré, comme je l'avais imaginé, carré, tu vois, que le geste soit au bon moment, et ceci, cela, et je ne savourais pas ce que j'étais en train de faire. On perd ce côté live, c'est oui, et en fait, je crois que de toute façon, enfin, c'est pour ça que moi, je ne rêve pas de faire des salles énormes et tout, parce que on arrive vraiment dans un truc, un peu comme le spectacle que j'ai fait, tu vois, qui était aussi ce truc-là de, vas-y, je sais, je suis capable d'être là au bon endroit, de faire ce geste au bon moment, que la voix soit ça, tu vois, mais c'était très chorégraphié, millimétré, tu vois, et le live est plus freestyle, et finalement, moi, j'aime ça, avec, si tu veux, cette possibilité de, si je veux faire un truc ultra maîtrisé, machin, et que j'ai envie de bosser une choré, si je suis pas danseur, mais tu vois, je te parle vraiment de gestu, du premier mot au dernier mot du couplet, je suis capable de le faire, mais là, je me laisse la possibilité de ne pas le faire, tu vois. Et donc, parce que je suis en live, et que si à un moment je me dis, vas-y, tu sais quoi, en fait, celui-là, je vais aller le faire avec les gens dans le public, vas-y, c'est parti. Tu vois, il y a pas genre le gars qui t'attend avec la lumière, mais mec, t'étais pas au bon endroit. Les couilles, mec, je suis libre, tu vois. Il y a un sentiment de grande liberté, voilà. Et donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à 40 ans, je sais pas si, voilà, peut-être que j'ai moins d'énergie que quand j'avais 20 ans, j'ai pas cette sensation, mais je me sens totalement libre sur scène, et je maîtrise mieux ma voix. Donc c'est un plaisir. Voilà. Moi, ça, c'est une question qui est un peu plutôt pour moi, parce que c'est un petit rêve de gosse un peu utopique. T'as déjà créé un spectacle. Est-ce que c'est justement utopique d'espérer te retrouver derrière une caméra pour un film dont tu serais aux manettes? Je sais pas. Pour moi, ce spectacle, c'était pour cocher un peu ce truc de raconter une histoire, faire quelque chose d'un peu intemporel et puis familial, parce que c'était vraiment pour petits et grands. Là, l'album, les clips qu'on a tournés, on a raconté une histoire aussi. Alors c'est pas un film, mais je crois que je me reconnais plus dans ce type de forme, de format plutôt, tu vois, ou en tout cas voilà, en rapport avec la musique. Ouais, okay. Donc un film. Faudrait que j'ai une idée incroyable, quoi. Et j'ai eu quelques idées incroyables entre le moment où j'étais étudiant et aujourd'hui, quoi. Mais souvent, 2-3 ans après, il y a un film qui sort et c'est exactement mon idée. Je fais, tu vois, Buried, je sais pas si vous voyez ce film où il est dans un cercueil, là. Ah non, je l'ai pas vu. Ryan Reynolds et tout. Quand le film est sorti, j'ai dit, ah, le bâtard, je voulais faire j'avais l'idée d'un film comme ça, tu vois, d'un mec qui est dans un espace clos, et voilà, sauf que moi, ça partait en flashback et tout, mais voilà. Et donc, je me suis dit, putain, les gars, ils ont réussi à faire 1h30 d'un mec dans un cercueil qui bouge pas. C'est fort. Mais incroyable, tu vois. Donc, voilà. Et puis après, non, c'est juste que le cinéma,
vraiment, quand je vois des films, tu vois, quand je vois, comment il s'appelle, Damien Chazelle, là, qui fait Whiplash, La La Land, First Man, Babylone et tout, et qui est plus jeune que moi, je me dis, Ouais, d'accord. allez, c'est bon. Merci. Ciao. Non, c'est mort. C'est mort. Il est trop fort, tu vois. Donc, je serais trop en compète, tu vois. Alors que le rap, si tu veux, il y a, évidemment qu'il y a des Anderson .Paak, j'en sais rien, moi, des artistes comme ça qui sont un peu, qui savent jouer d'un instrument, chanter, danser, que je regarde en me disant, ok, ça c'est moi je suis très loin de ça. Mais des rappeurs, machin, même les Américains, enfin, tu vois, je me sens pas, je me dis pas, c'est impossible de faire ce qu'ils font, tu vois. Voilà. Donc c'est plus ce truc de la peur d'être médiocre, tu vois. C'est pour ça que je ferai pas pour l'instant de film. Après, voilà, si j'ai une idée incroyable ouais. Mais j'aime bien, en tout cas, moi j'aime bien le côté documentaire. C'est quelque chose qui me touche. Voilà. Le documentaire, ça me parle et c'est pour ça que tu vois, quand il s'agit de faire des petits reels, des petits machins, moi j'aime bien parce que c'est le côté caméra embarquée et c'est un peu ce qu'il y avait dans cette appli, dans ce truc de filmer un peu mon quotidien. Voilà. Et si tu avais un message à transmettre aux futurs artistes qui nous écoutent, ce serait quoi? D'être patient, curieux et audacieux. Ce serait 3 conseils de grand frère. Voilà. Après, ça s'applique à tout, hein, je veux dire, et pas que dans l'art. Hein. Pour moi, c'est trois choses qu'il faut essayer de développer. Voilà. Et avant de conclure, j'ai 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire, qu'elle soit musicale, cinématographique, en fait artistique, plus globalement, qui t'a marqué? Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué et j'en ai déjà pas mal parlé. Moi, j'ai une playlist Spotify là que je mets à jour chaque semaine. C'est sur ma page Spotify en fait. C'est 2024. Il y a la 2023, 2022, 2021, 2020. J'ai commencé en 2020, tu vois. Et il y a de plus en plus de sons chaque année en plus, tu vois. Et je me dis, je trie moins qu'avant. Enfin, je sais pas. Mais c'est surtout, j'écoute encore plus de sons qu'avant. C'est vraiment, tu sais, je me fais des listes de tout ce qui va sortir. Je sais que demain t'as Jul, SCH, je sais plus qui. Je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre, mais je vais écouter, tu vois. Et s'il y a un morceau qui est bien, je vais le rajouter dans ma playlist. Enfin bref. Donc j'essaye de tout suivre. Maintenant, le dernier truc qui m'a vraiment ému et touché et que je recommande, c'est Samuel. C'est une série sur Arte d'Émilie Tronche. C'est une série d'animation. Tout est dessiné, c'est assez minimaliste. C'est un bijou, c'est très bien écrit, les voix off sont incroyables, enfin le doublage est incroyable et c'est très touchant, tout le monde se reconnaîtra là-dedans et c'est pour tous les âges et voilà, moi j'ai été très ému, donc bravo à Émilie Tronche. Et si on veut te suivre ton travail, tout ce que tu fais, on peut te retrouver où? Donc je sais qu'il y a Spotify, mais il y a Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, X, tu vois, anciennement Twitter. Peut-être qu'il y a encore un MySpace qui traîne, j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis partout. Non, après, justement, ça, c'est un truc, voilà, tu vois, tu parlais de profiter de sa famille et tout. C'est des moments où je me retrouve quand je dois balancer un clip, tu vois, je suis en mode, attends, je dois le mettre sur Insta, je dois mettre un bout sur TikTok, je dois le mettre sur YouTube, il y a trop de médias. Facebook. Ouais, et je me perds et je me mets des pressions et je mets des pressions à mes enfants. Ah non, je suis en train de faire mon poste là. T'es ouf ou quoi? C'est vrai. Mon fils qui vient et qui effleure le clavier et tout. Je fais, mais t'as bon, et je tape bon, bref. Quotidien de papa. Ouais, en tout cas, en période de promo et de sortie. Mais là, ça y est, je commence à avoir pratiquement tout sorti. On est à la cool, donc je vais pouvoir reprendre une vie normale sans le stress de la promo constante. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Hippo de m'avoir accordé de ton temps pendant cette période chargée. Merci à toi. Ça me touche beaucoup. Je t'ai écouté quand j'étais au lycée, au collège, et je te retrouve aujourd'hui. Moi, je me sens très chanceux, donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Phenax et Hippo dans Tournant sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On se donne rendez-vous plus tard au détour d'un nouveau tournant. Ciao. À bientôt.